Mon nom est Patrick Mbeko, je suis étudiant en Sciences Po et je suis analyste des questions géopolitiques et géostratégiques. Je suis aussi l'auteur de ce livre-là, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé, paru au Nègre éditeur, préfacé par le journaliste américain Keith Snow et postfacé par Maître Christopher Black, avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda. Moi, ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, je vais être très bref parce que l'histoire du Canada, de l'implication canadienne au Congo est assez vaste. Le livre, c'est 688 pages, mais j'ai juste 15 minutes pour vous parler de tout ça. Pourquoi avoir écrit ce livre? C'est juste parce que, en arrivant au Canada, j'avais une image assez angélique du pays. En tout cas, le Canada est un très bon pays. Les Canadiens, les Québécois sont un bon peuple, mais au niveau politique, ce n'est pas trop ça. Donc, j'ai voulu m'intéresser un peu après la sortie du livre Noir Canada, m'intéresser un peu plus à l'implication canadienne, d'autant plus que c'est Alain Deneau qui est ici, qui me conseillera un jour, après la sortie du livre Noir Canada, d'écrire un livre parce que nous avons longuement discuté de la situation dans les Grands Lacs. Et s'il se souvient, Alain m'a dit, mais en fait, pourquoi tu n'écris pas un livre? Et je lui ai dit, un livre, c'est assez compliqué, et 100 pages, je ne sais même pas comment je vais faire. Mais quand je me suis lancé dans l'aventure, je me suis retrouvé à écrire plus de 700 pages. Pour comprendre en fait la situation au Congo, il faut avoir un regard sur ce qui se passe au Rwanda, parce que la situation du Rwanda et du Congo sont très liées. Je crois ici que vous avez tous entendu parler de l'histoire du génocide rwandais. Vous avez vu des films, je crois, et il y a même une personnalité canadienne très importante qui a été impliquée, donc le général Dallaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe au Rwanda? C'est qu'au Rwanda, il y a eu une guerre civile dans les années 90. Une guerre civile qui a opposé une rébellion venue d'Ouganda au gouvernement Hutu qui est en place. En fait, la guerre du Rwanda, c'était aussi une guerre des puissances, en fait. C'était une guerre larvée, une guerre sournoise entre les anglo-saxons, les États-Unis en tête, contre les Français qui soutenaient le régime qui est en place au Rwanda. Et la rébellion qui est venue de l'Ouganda était soutenue par les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et dans cette guerre, excusez-moi de vous le dire, je veux peut-être choquer certaines personnes ici, c'est que le général Dallaire, d'après ce que j'ai compris après mon enquête, après avoir discuté avec plusieurs personnalités, que ce soit onusiennes ou même rwandaises, il s'avère simplement que le général Dallaire, contrairement à ce qu'on nous raconte, ou à ce qu'il raconte, ou à ce que les films nous disent, a été un acteur important dans cette tragédie, dans le génocide rwandais. Il s'avère que c'est le général Dallaire qui a aidé en fait les rebelles à assassiner 2 chefs d'État africains et à déclencher le génocide au Rwanda. Je crois que quand le général Dallaire dit qu'il a serré la main du diable, je pense qu'il sait de quel diable il parle. Et l'autre élément important, c'est que je me rends surtout compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs canadiens dans la tragédie rwandaise. Mais pourquoi est-ce qu'on a utilisé le Rwanda? Parce que le Rwanda est un tremplin. Le Rwanda va être le tremplin à l'invasion du Zaïre, le Congo actuellement. Et le Congo est un pays qui est très riche en ressources naturelles. C'est un pays qui a beaucoup de minerais. On a parlé du coltan tantôt, qui est utilisé dans la fabrication de tout ce qui est électronique. Nous avons l'or, le cobalt, le cuivre et tout ça. Et donc, on a utilisé le Rwanda comme tremplin à l'invasion du Zaïre. Pourquoi? Parce que simplement, après la fin de la guerre froide, les Américains avaient décidé de déloger les Français de toutes les régions qu'ils ont jugées stratégiques pour leurs intérêts en Afrique. Et le Congo était pendant longtemps une chasse gardée française. Et donc, les Américains vont utiliser leurs alliés, et ces alliés sont des Canadiens, pour envahir le Congo et mettre la main sur les ressources naturelles de notre pays. Il s'avère simplement que quand l'invasion du Zaïre commence en 1996, encore une fois, ça va être un officier canadien qui va être utilisé par les Américains pour permettre aux troupes rebelles d'arriver jusqu'au pays. Et cet officier s'appelle le général Maurice Barrel. Donc on retrouve comme ça dans la région des Grands Lacs. Donc la région des Grands Lacs, c'est toute cette région qui comprend le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Et dans cette guerre qui va être imposée en fait au peuple africain, les Canadiens vont jouer un rôle important. Et
quand les Canadiens vont déstabiliser pour le camp des Américains, mais aussi pour le camp des multinationales, parce que le but, en fait, est de mettre la main sur les ressources naturelles du Congo, longtemps exploitées par les Belges et aussi des intérêts français. Donc les Américains, les Canadiens, en mettant la main sur le Congo, mettaient la main en même temps sur les ressources du pays. Et pendant la guerre, ce sont des multinationales canadiennes qui vont en fait fournir des fonds aux rebelles, soi-disant venus du Rwanda, pour mettre la main sur les ressources du pays. Et donc ces groupes rebelles, en fait, vont venir jusqu'à Toronto ici recevoir 50 millions de dollars. Et ce sont des multinationales canadiennes, plusieurs multinationales en tout cas, vont signer des contrats et vont financer en fait les troupes rebelles. Et parmi les personnalités canadiennes impliquées, il y a un ancien Premier ministre canadien qui s'appelle Joe Clark. Donc Joe Clark va rencontrer le chef rebelle dans ses retranchements, signer avec lui un contrat d'environ 800 millions de dollars. Et il s'avérera encore que Joe Clark sera encore celui qui va aller participer, va aller superviser les élections au Congo en 2006, les élections pour le compte de la Fondation Carter. Je pense que les Québécois ont encore en mémoire le blocus du pont Jacques-Cartier qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, l'hiver passé, après les élections au Congo. Beaucoup de Québécois étaient choqués, bien entendu, mais pas plus que les Congolais, parce qu'encore une fois, ils venaient de se faire voler leur victoire électorale. Je vais être encore bref, j'ai plus beaucoup de temps, je crois. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut comprendre ceci, c'est que dans cette guerre, Alain va vous expliquer le côté beaucoup plus économique, mais dans cette guerre qui se déroule au Congo, on impose en fait au peuple africain des guerres pour permettre aux multinationales de faire main basse sur les ressources du pays sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. Je vais vous donner encore un exemple, c'est qu'il n'y a pas longtemps, en 2004, une compagnie canadienne qui s'appelle Anvil Mining a aidé le gouvernement en place, parce que le gouvernement qui est au Congo aujourd'hui est soutenu par les multinationales canadiennes, par le gouvernement canadien, par le gouvernement américain, disons les gouvernements occidentaux, parce qu'il permet à leurs multinationales de faire main basse sur le pays. Vous vous rendez compte qu'il y a des multinationales qui ont signé des contrats, qui ont payé 200 millions pour des mines qu'on a évaluées à plus de 50 milliards. Donc ça vous donne une idée. Et c'est pour cette raison qu'on soutient des dictatures comme ça. Et donc le chef de l'État actuel du Congo est soutenu par les Canadiens. Et en 2004, des gens vont aller manifester auprès d'une mine canadienne qui s'appelle la compagnie Anvil Mining. Et la compagnie minière va fournir aux troupes du gouvernement du matériel pour massacrer des populations. Et il y a eu un procès, un simulacre de procès, et on a acquitté tous les employés de la compagnie minière canadienne. La cause a été portée ici au Canada devant les instances judiciaires. La Cour supérieure avait accepté le dossier, la Cour d'appel l'a rejeté et la Cour suprême vient de mettre fin à cette poursuite-là. Et je crois que nous avons là en fait l'illustration d'un système de prédation qui est très sournois, parce qu'on utilise souvent les Africains, et là je tiens à dire qu'il y a des Africains qui ont beaucoup de responsabilités, les élites africaines ont beaucoup de responsabilités dans cette histoire, mais il faut comprendre que ces élites, en fait, marchent de main à main avec les multinationales et les gouvernements ici, parce qu'après tout, ce sont les gouvernements d'ici qui sont les tireurs des ficelles. Quand un gouvernement en Afrique ne cède pas aux désidératas des multinationales, très souvent il y a assassinat d'un chef d'État. Et au Congo, on l'a vu, juste avant le chef d'État qui est là aujourd'hui, il y avait un chef d'État qui avait refusé aux multinationales canadiennes de faire main basse sur les richesses du pays. Ce chef d'État-là a été assassiné. Et donc aujourd'hui encore, les États-Unis, le Canada, la Belgique utilisent le Rwanda pour continuer à piller l'Est du Congo, à piller les ressources du Congo. Et avec ce pillage, nous avons des viols systématiques des femmes, parce que nous avons aujourd'hui plus de 700 000 femmes violées. Au Congo, on compte plus de 6-7 millions de morts. Et on n'en parle pas ici. Les médias n'en parlent pas simplement parce que c'est une affaire de gros sous. En fait, c'est ça la réalité. Et je suis très content, en fait, de participer à des événements pareils, parce qu'au moins, ça permet aux élites de demain, à la génération qui prendra peut-être des affaires demain dans ce pays, de prendre conscience de ce qui se passe, de ce qu'on ne leur dit pas. Il y a une stratégie du chaos qui règne à l'est du Congo, au Congo aujourd'hui,
et qui n'est pas relayé dans les médias parce que beaucoup des médias, des groupes de presse sont liés à des intérêts en fait, qui commettent des massacres, qui participent à des crimes en Afrique. Et c'est très malheureux parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, des Canadiens, par exemple, parce que nous sommes au Canada et nous sommes des Canadiens, je vous dis, et j'explique dans mon livre, par exemple, que les Canadiens ont pris part à l'assassinat du premier chef de gouvernement du Congo, Patrice Emery Lumumba, en 1960, pour une affaire de sous. Le Canadien, avec l'aide du général Dallaire, ont pris part à l'assassinat de 2 chefs d'État africains, déclenchant un génocide au Rwanda. Encore une fois, des Canadiens, le général Maurice Baril a pris part à la guerre du Congo avec aujourd'hui plus de 8 millions de morts. Et encore aujourd'hui, ce sont des intérêts canadiens qui continuent avec l'aide du gouvernement d'entretenir le chaos à l'est du Congo avec plus de 600 à 700 000 femmes violées. Donc c'est regrettable de lire et je crois qu'Alain de nous va beaucoup plus aborder l'aspect économique, mais je voulais brièvement vous aborder cet aspect géopolitique pour que vous compreniez au moins que l'histoire du Rwanda, l'histoire officielle du Rwanda, où on parle du génocide et tout ça, a été montée de toutes pièces pour trouver un justificatif à ce qui allait se passer plus tard au Congo et en fait ce que nous vivons aujourd'hui en fait. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie.